Je m'appelle Alain Broustail, je suis chez Coexia depuis une douzaine d'années maintenant et je suis notamment responsable des activités blockchain. Avant ça, j'étais responsable du pôle conseil en dématérialisation de Coexia, le pré-entrée de la société. Et donc, les projets de signature électronique, moi je connais, ça fait peut-être 14 ans, ouais, 14 ans que j'ai fait mon premier projet de signature électronique. Et le jour où j'ai découvert la blockchain, on s'est dit, bah, il faut marier tout ça. Donc, on va vous expliquer un petit peu ce qu'on fait, ce qu'on a créé, notamment la solution TDG, qui est portée par le groupe Coexia. Donc, on sera deux sur cette intervention qui va commencer par des slides. Il y aura une petite démonstration du produit. Et puis, bah, avec moi aujourd'hui, Lorraine. Je te laisse te présenter peut-être très rapidement. Ouais, bonjour à tous. Donc moi c'est Lorraine Perronnet, société Coexia depuis 5 ans et depuis 2 ans sur justement le sujet TDG, le développement de cette nouvelle offre de signature électronique sur la blockchain. Voilà. Donc, TDG, c'est le nom de la solution. Coexia, c'est le nom de notre société. Alors, on se sent un peu obligé, au cas où vous ne connaîtriez pas Coexia, d'en parler. Donc, on est une société française du secteur numérique avec trois grands métiers. Le métier de société d'intégration, de développement. Donc, voilà, nos clients nous demandent de développer pour eux des applications ou d'intégrer leurs applications, leur outillage avec le reste de leur système informatique. On a un métier d'éditeur de solutions, et on va vous le prouver d'ailleurs à travers TDG, qui est une des solutions qu'on propose, et une activité conseil, donc je suis un des représentants. Donc là, on accompagne plutôt sur des réflexions qui vont de la stratégie sur certaines thématiques, comment lancer un projet de signature électronique ou comment lancer un projet blockchain, quels impacts comptables, réglementaires ou autres, quel modèle économique. Et puis derrière, bah, le conseil plutôt technologique, comment on va faire pour y arriver. Donc, quelques petites métriques pour que vous sachiez comment nous positionner. Coexia, que vous connaissiez peut-être il y a encore 2 ans sous le nom de Sword Group en France, est une société qui a près de 20 ans, même plus de 20 ans aujourd'hui, qui va faire plus de 90 millions d'euros de chiffre d'affaires, 940 collaborateurs, je crois, au dernier décompte le mois dernier. Donc, on est une société d'une certaine taille. On est très fiers, nous, de deux métriques aussi. Un, c'est plus de 90% de fidélité client, donc un des plus hauts taux de satisfaction dans le monde des sociétés de services en France. Et deux, 75% des projets au forfait. C'est-à-dire que quand on s'engage sur un projet, 3 fois sur 4, on s'engage avec sur le résultat, sur le délai et sur la qualité. Alors, on ne peut pas faire ça sur tous les projets, c'est pour ça qu'on ne fait pas toutes les technologies, mais quand on parle par exemple de signature électronique, on sait ce qu'on fait et on le fait bien. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est la signature électronique. Alors, on commence par un petit slide, juste pour rappeler que ce n'est pas un sujet nouveau, la signature. Que ce soit pour prouver qu'un document est bien signé par le roi de France ou par Alain Broustail, que ce soit pour prouver qu'un document n'a pas été ouvert avec un cachet, par exemple, de la poste ou un cachet à l'ancienne, que ce soit pour l'horodater, donc on va demander, par exemple, sur un recommandé ou sur une enveloppe solo, de mettre une heure, une date. Il y a plein de manières de faire. Donc, les cachets, les signatures, les témoins, on l'oublie souvent, mais quand on va à la mairie, déjà devant le maire, c'est pour que le maire officialise un mariage. Mais on a aussi les témoins. Les témoins, ils sont là pour dire historiquement, j'étais là, je confirme, telle date, voilà ce que j'ai vu. En fait, ils signent quelque part le registre manuscrit, mais avant qu'ils sachent même écrire, ils le signent en étant présents simplement pour témoigner. Donc, cette notion de signature électronique, c'est une notion qui vise à dire ce document, on parle d'un document, souvent ça peut être une donnée, ça peut être quelque chose d'autre, mais ce document, c'est bien Alain qui l'a produit. Ce document est bien exactement celui qui l'avait produit. Donc l'intégrité, c'est bien la même version. Ce document a bien été produit à telle date. Donc là, on parle d'horodatage. Donc on va parler d'horodatage, on va parler d'identité aussi, on va parler de signature en termes d'origine, de traçabilité, puis on va aussi parler de ce qu'on appelle la prise du consentement. Quand le maire me dit, Alain, souhaitez-vous prendre pour épouse Madame Broustail, Madame Arrojo, ma femme, j'ai dit oui, j'ai donné mon accord. Ce qu'on appelle un consentement. J'ai dit je suis d'accord. Ce n'est pas la même chose de dire je suis le roi et voilà une nouvelle loi, un nouvel édit. Donc j'appose mon tampon pour dire voilà la règle et de dire je suis d'accord avec une règle que quelqu'un d'autre m'a imposée quelque part ou me propose. Donc dans un des cas, on n'a qu'un seul signataire, dans l'autre, on en a presque deux. Il y a celui qui a émis le document et celui qui a donné son accord. Donc, c'est des thématiques qu'on va regarder aujourd'hui, puis on va vous expliquer comment nous, à travers TDG, on cherche à rendre les choses beaucoup plus efficaces, simples et puis moins chères. C'est un de nos arguments clés. Donc, nous, la signature électronique, comme je vous l'ai dit, ça fait plus de 14 ans qu'on en fait en tant qu'intégrateur. Donc, on connaît bien toutes les grandes solutions du marché. On a intégré des DocuSign, des HelloSign, des Adobe Sign, et on les aime bien, ces solutions. Elles ont toutes leurs points forts. Depuis 2018, on fait aussi de la preuve numérique sur blockchain. La blockchain, c'est un registre décentralisé
C'est une base de données qui est multipliée, dans laquelle on peut mettre des informations. Et puis tout ce qui est écrit dans une blockchain ne peut pas être effacé. C'est horodaté, il y a plein de monde qui peuvent regarder ce qui se passe, c'est transparent, on ne peut pas effacer. Donc c'est un super espace pour mettre de la preuve numérique. Ça a été d'ailleurs accepté par de nombreux pays. Il y a beaucoup de réglementations aujourd'hui autour de ces sujets. On a fait nos premiers projets en 2018. En 2019, on est même monté sur des solutions open source. Et en 2022, on sort TEDDG, qui est une solution en mode SaaS pour faire de la certification et de la signature électronique, qui se veut être la solution et qui est d'ailleurs la solution la moins chère du marché. On va revenir sur cet argument, mais qui n'est pas négligeable, qui ne nécessite pas de tiers de confiance. Nous, quelque part, on a un peu un passe-plat technologique, mais on n'est pas le tiers de confiance, c'est la blockchain, le tiers de confiance, qui est écologique, on vous expliquera comment on fait, et qui est très facile à intégrer. C'est une solution, en fait, qui vise, à nos yeux, surtout deux catégories de clientèle. Ce n'est pas tant pour les particuliers ou même les petites entreprises qui auraient 2-3 documents à signer de temps en temps. C'est vraiment quelque chose qui a une valeur ajoutée forte pour, les sociétés qui ont des gros volumes documentaires à signer, parce que comme on n'est pas cher, s'il y a des gros volumes, là, on retrouve quelque part un ROI qui est beaucoup plus important qu'avec d'autres solutions du marché. On permet aujourd'hui à des sociétés, des banques, par exemple des assurances, à aller signer des documents ou certifier des documents qu'ils ne pouvaient pas signer ou certifier avant pour des raisons de prix. L'autre catégorie de clients qu'on aime adresser aujourd'hui sont les éditeurs de logiciels ou les fournisseurs de services qui vont être amenés à proposer de la signature électronique eux-mêmes à leurs clients. Donc, on en a B2B ou B2B2C qui ont besoin d'une solution et qui vont être à la fois sur des problématiques de volume, mais aussi sur des problématiques de coût. Ils ont besoin de faire très attention à la manière dont ils gèrent ça. Donc, ce sont les deux grandes clientèles qu'on va adresser. Alors, toujours le pitch commercial, et puis promis, derrière, on va rentrer dans les détails un peu plus fonctionnels. Un des intérêts de notre produit, c'est qu'on peut certifier tout type de document. On n'est pas que dans le fichier PDF. On vous expliquera, ou plutôt, pour des raisons techniques, en tout cas, nous, on est capable de prendre un MP3, de prendre une photo et de dire, voilà, cette photo, c'est bien Alain Brousteil. Donc, c'est parfait, par exemple, pour la propriété intellectuelle, pour la preuve d'intériorité. Ce qu'on fait, on arrive à le faire sur des prix qui sont un minimum de 3 fois moins chers et ça peut aller sur certains cas d'usage jusqu'à 100 fois moins cher que les autres solutions du marché. Donc cet argument économique permet pas forcément de remplacer une solution déjà en place par une autre, quoique, mais surtout d'ouvrir des nouveaux marchés, des nouvelles perspectives, des sociétés qui ne faisaient pas de certification de signature électronique, qui vont peut-être en faire. On fait ça sur de la haute volumétrie. Donc, notre produit, on vous l'a dit, il a un focus sur les gens qui ont du gros volume. Donc, que vous ayez 1000, 10 000 ou 100 000 documents à faire signer dans une journée, dans la semaine, nous, on est techniquement voilà, très orienté, très capable de faire ça. Le tout par API. C'est une notion importante. Le terme API, ça veut dire par intégration automatisée, presque en marque blanche, dans un vocabulaire que vous comprenez peut-être. Donc, on propose des connecteurs d'ailleurs. On a des connecteurs avec la suite Office et vous pouvez construire les vôtres ou on va vous aider à les construire avec vos propres outils, vos propres solutions logicielles. Tout ça sur un fonctionnement très transparent, ça repose sur une blockchain, c'est-à-dire que les preuves numériques ne sont pas dans des certificats, dans des choses complexes que personne ne sait maîtriser. Au passage, je pense que le marché aujourd'hui, on constate peu de personnes savent lire la signature d'un certificat dans un fichier PDF signé avec un Adobe Sign. C'est complexe. Nous, on essaie de rendre les choses plus simples, plus transparentes. Et dernier petit argument, c'est qu'un outil qui est fait pour les groupes, donc à l'intérieur, et notamment on a toute une stratégie qui vous permet, si vous êtes éditeur, de prendre la plateforme, puis de revendre ce service de signature à des tiers et d'être capable d'avoir des métriques du dashboarding pour savoir qui je dois refacturer et comment. Donc voilà, dernier petit slide toujours là-dessus, ces coûts faibles. Alors pourquoi les coûts sont faibles? On n'a pas d'infrastructure lourde, c'est-à-dire qu'on a un passe-plat, on a une plateforme qui permet d'inscrire des données dans une blockchain, mais c'est la blockchain la preuve numérique. Et cette blockchain, quelque part, elle est lourde, elle est complexe, il y a des centaines d'utilisateurs qui est là, mais c'est pas nous qui sommes en charge, c'est un projet open source qui est public. Donc, quelque part, comme on n'a pas à supporter tous ces coûts-là, ou de manière très indirecte uniquement, ça nous permet de réduire drastiquement aussi nos frais d'opération et d'impacter ça sur nos prix utilisateurs. Donc, on arrive à faire des signatures pour quelques centimes seulement par document. Il n'y a pas de tiers de confiance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un acteur dont on dépend. Si demain la société TEDDG devait disparaître, vos signatures électroniques auraient toujours la même valeur probatoire. Vous pouvez aller devant le tribunal et toujours prouver la même chose. On n'est pas dépendant d'un tiers. On a un horodatage universel en termes de typologie de documents, mais aussi d'adressage géographique, c'est-à-dire que la manière dont on fonctionne en France sera la même aux États-Unis, en Chine, pourquoi pas en Corée du Nord, et sera acceptée et comprise par les tribunaux de la même manière. On n'est pas, techniquement parlant, soumis voilà, à des contraintes géographiques. Et tout ça qui est simple et transparent, alors sous réserve de comprendre le fonctionnement d'une blockchain, mais à la limite, ce n'est pas le besoin de l'utilisateur final, ça c'est, nous on l'explique aux décideurs, mais c'est quelque chose qui est extrêmement simple,
extrêmement pratique. Et dans certains cas d'usage, vous pouvez vous-même, si vous êtes un éditeur ou un grand groupe, expliquer à vos propres clients, voilà comment ça fonctionne. Vous pouvez aller voir vous-même la preuve numérique dont on vous parle. Je vais laisser maintenant Lorraine vous présenter un petit peu plus dans le détail voilà, le principe. Puis après, on ira dans des cas d'usage, on vous parlera un peu du prix, puis on vous fera une démonstration de la solution. Alors, donc, le principe de fonctionnement vraiment sous-jacent en fait, à la certification ou la signature électronique, ça va être le même. On a... Ah, est-ce que tu peux faire next? C'est à moi de partager, d'accord, ok. Ok, très bien. L'animation, effectivement, plus facile à contrôler. Du coup, donc, le point de départ, c'est que vous avez n'importe quel type de données. Donc, on a dit tout à l'heure, ça peut être une photo, ça peut être un MP3, ça peut être un PDF, ça peut être du binaire. Cette information, c'est pas cette information-là qu'on va envoyer sur la blockchain, on va en calculer une empreinte numérique, ce qu'on appelle un hash. C'est une information qui ne permet pas, à partir du hash, on ne sait pas reconstituer le document. Par contre, c'est vraiment une empreinte unique c'est un représentant de ce document. Ensuite, on transmet ce hash, on transmet une demande de signature à TDG. TDG va créer une transaction, va émettre une transaction vers la blockchain. Il se trouve que nous, on utilise la blockchain Tezos, qui est une blockchain française qui a la particularité d'être écologique. Elle est de grande taille, elle existe depuis longtemps, donc elle a une pérennité associée et elle est très sécurisée. Donc voilà, on l'a dit rapidement tout à l'heure qu'une blockchain, c'est vraiment un registre de transactions décentralisé, distribué, horodaté et immuable. Donc, une fois que ce hash, on l'a mis dans une transaction, la blockchain va l'inclure dans un bloc. Et nous, donc, on va récupérer les informations sur ce bloc, donc son ID, son horodatage, et puis on va mettre tout ça dans un petit fichier, un espèce de reçu, qu'on va vous renvoyer. Next. Et à ce moment-là, donc ça, c'est vraiment un fort avantage, c'est que nous, on pourrait très bien disparaître, que vous avez tout ce qu'il vous faut pour vérifier votre preuve numérique à partir du document d'origine, de la donnée d'origine et de ce fichier de preuve. Ensuite, donc notre API, donc, on a vraiment une architecture qu'on a voulu efficiente et donc adaptée pour traiter de la haute volumétrie. Et surtout, pour qu'elle soit facile à intégrer. Donc, on a bien sûr des écrans qui permettent de créer des demandes, aux signataires de signer, et puis des écrans qui permettent de vérifier. Mais tout ça, vous pourriez le redévelopper par vous-même. Vous pouvez brancher vos outils en entrée. Et nous, on a vraiment mis l'accent sur la partie communication avec la blockchain et on a vraiment rendu ça industriel. Voilà. À toi. Alors, oui, je reviens un petit peu sur des notions métiers qu'on a abordées. Et tout au début, là, sur les termes, parce qu'on adresse deux marchés enfin, à travers la plateforme TDG. Le premier, c'est la certification. Donc, la certification, c'est prendre un document, l'horodater, prouver son intégrité, son authenticité, dire cette facture, c'est bien la société Coexia qui l'a émise et c'était bien le 22 juin à 10h45. Cette photo, ce design, ces éléments qui font partie d'un brevet, c'est bien la société Coexia à telle heure et à telle date, c'est bien la même version du document. Donc là, on a un signateur unique, c'est une société qui va pousser. Donc ça peut être des diplômes, ça peut être, voilà, c'est bien un diplôme de mon école. Moi, l'école, j'ai bien généré ce diplôme. Moi, cette société, j'ai bien fait ce relevé de compte, j'ai bien fait cette facture ou autre. Et à côté, un terme un peu plus technique qu'on appelle la prise du consentement, où là, l'objectif, c'est de dire à son client, est-ce que vous êtes d'accord avec le contenu de ce document? Voilà un contrat d'assurance, voilà un contrat d'ouverture de compte bancaire, voilà un contrat de téléphonie mobile. Êtes-vous d'accord avec ce qui est marqué dedans, le pourcentage, les dates et autres? Et donc là, on va dire à la personne, cliquez si vous êtes OK. En fait, ce n'est pas tant le clic qui est important dans ce processus-là, c'est toutes les étapes, ce qu'on appelle un faisceau de preuve. On a plusieurs étapes, on va dire il faut qu'il lise, il faut qu'il puisse s'assurer qu'il a bien pris le temps de tout lire. Il va donner son accord et puis on va vérifier son identité. On va vérifier que c'est bien Alain Broustal. La question qui se pose, c'est quelle énergie on va mettre pour vérifier son identité. Si c'est juste un contrat de téléphonie mobile,
on ne va pas avoir envie de dépenser beaucoup d'argent, donc on va se contenter de vérifier que c'est bien la personne associée à une adresse email ou un numéro de téléphone. Puis effectivement, si on veut signer un contrat immobilier à 2 millions d'euros, il faut aller beaucoup plus loin. Là, les coûts sont importants et ce n'est peut-être pas le marché qu'on va chercher à adresser aujourd'hui. Sur le marché de la certification, donc c'est un marché qui est un peu nouveau parce que jusqu'à présent, les technologies étaient plutôt, ça coûtait cher. Ce qui fait que aujourd'hui, les sociétés, alors ça va changer là avec une réglementation d'ailleurs qui oblige tous les groupes français à horodater leurs factures. Bon, on eurodate les factures, on n'eurodate pas les devis. La signature, on n'eurodote pas, peu d'assurances aujourd'hui vont prouver qu'un certificat d'assurance PDF est un original. Les justificatifs de domicile que vous recevez, c'est-à-dire de SFR, de Bouygues, d'EDF ou autres, n'ont pas tous, loin de là, des outils qui permettent de vérifier que ce sont des vrais. Donc ce sont souvent des documents qui sont utilisés de manière falsifiée ou frauduleuse dans des arnaques à l'identité. Les sociétés de crédit conso le savent, hein, un problème sur deux qu'ils ont, c'est que des justificatifs de domicile. La propriété intellectuelle, artistique ou autre, prouver c'est mon code, c'est ma photo, c'est mon image. Ce diplôme, c'est bien moi, l'école qui est générée, c'est un vrai diplôme. Et au-delà du document, on va même sur les échanges, dire oui, j'ai bien envoyé un email à cette date-là, oui, j'ai bien reçu ces informations dans ma base de données. C'est-à-dire la piste d'audit, hein, c'est un terme qu'on va utiliser, c'est des obligations réglementaires. Si par exemple, il y a une obligation sur un métier de prouver l'origine de l'énergie verte qu'on va vendre, de trouver la traçabilité d'un produit alimentaire, donc on a des outils informatiques qui vont dire à telle heure, telle date, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais on pourrait toujours avoir un doute sur est-ce que quelqu'un n'aurait pas manipulé cette base de données. Donc nous, on peut rajouter une valeur probatoire, c'est-à-dire on va vous prouver que la base de données dans laquelle sont inscrites l'histoire d'un produit, d'un élément, n'ont pas été manipulées. Donc ça, ce sont des cas d'usage qui sont volumétriques, c'est-à-dire si on fait de la base de données, c'est pour faire des centaines de milliers de lignes tous les jours. Si on veut aller faire des certificats d'assurance dans le monde de l'assurance, on parle voilà, de dizaines de milliers de documents tous les mois à les signer. Et donc, il faut le faire de manière industrielle et pas chère, et c'est là qu'on se positionne. La prise du consentement, on en a déjà parlé, hein. La grande différence, c'est que dans le processus, donc, la société qui va avoir un document va demander est-ce que tu es d'accord avec le contenu, puis va chercher à vérifier qui elle est. Donc nous, on a un processus qu'on appelle de vérification d'identité simple, qui est en phase avec la réglementation européenne. On va vérifier que la personne est la bonne à travers son adresse email. Ou éventuellement à travers ce qu'on appelle donc on fait un OTP, One Time, j'ai oublié le terme, c'est des messages, donc on reçoit un email avec un code Passeport. temporaire. Pardon? Passeport, One c'est time ça? password. Voilà. Code à Ou usage alors un unique. OTP SMS, si vous le souhaitez, on reçoit, vous savez, un message qui dit voilà le code à saisir dans les 10 secondes ou dans les 30 minutes pour vérifier que c'est bien vous. Donc ça, c'est ce qu'on rajoute aussi dans le processus métier. Mais la technologie derrière, la manière dont on stocke et génère la preuve est la même. De la même manière qu'aujourd'hui, quand vous utilisez un DocuSign, un Adobe Sign, hein, la preuve numérique est générée de la même manière par les mêmes certificats, quel que soit le cas d'usage. Alors, je vais laisser Lorraine. On va vous faire une démo, mais elle va vous expliquer aussi deux, trois petits concepts pour que vous voyez qu'il y a quand même un beau produit derrière. Voilà, donc effectivement, TDG, en apparence, ça ressemble à un DocuSign, à un YouSign. On a des fonctionnalités, par exemple, qui permettent donc, de définir des modèles réutilisables, de définir l'emplacement des champs signataires, un champ texte, un champ date, des champs signatures. On a donc du coup, du point de vue de l'expérience signataire, donc le signataire va pouvoir visualiser le document, renseigner les champs qu'il doit remplir, puis signer, donner son consentement. On a bien sûr, comme il y a beaucoup d'utilisateurs qui vont signer directement sur leur téléphone, ces écrans-là, on les adapte vraiment pour l'expérience sur mobile. Donc Alain a parlé tout à l'heure des codes à usage unique qui permettent de rajouter une étape de vérification d'identité, donc soit par mail, soit par SMS. Ça peut être désactivé, cette option. Si vraiment dans votre parcours, vous avez besoin à chaque compte, c'est quelque chose qu'on peut vouloir désactiver. C'est à vous de le déterminer. Et puis, on a bien sûr des dashboards de suivi. Tu peux passer à la slide suivante. Donc voilà, en apparence, quelque chose qui ressemble vraiment à des solutions traditionnelles. Donc le processus, hein, il est standard. On va créer la demande de signature, déposer le fichier, définir les signataires, ça je vais vous le montrer, les champs, les options. Les signataires vont recevoir le lien vers le fichier à signer, ils vont le consulter, ils vont donner leur consentement, et puis ensuite on va générer le fichier signé, on va en plus du coup nous générer le fichier de preuve, et puis on va envoyer un mail de confirmation avec le lien vers le fichier signé. Ça c'est standard. Mais nous, ce qu'on a vraiment, c'est que de bout en bout, en fait, donc chaque fichier qui va être manipulé durant le processus va être certifié sur la blockchain. Donc la blockchain va permettre
de garantir que ces fichiers n'ont pas été modifiés. Et c'est vraiment une preuve puissante puisque ces preuves-là sont immuables. Elles ne peuvent pas être supprimées, modifiées. Et c'est ça la garantie qu'on demande dans un processus de signature électronique. Et puis en plus, tous les événements qui vont se produire aussi du processus vont être certifiés également sur la blockchain. Donc globalement, ça va constituer un faisceau de preuves vraiment riche, inaltérable et en plus transparent, puisque tout ça, ça pourra être vérifié indépendamment de quelconque tiers de confiance. Alors, ça, c'est un sujet important. Donc, est-ce que notre solution est compatible avec la réglementation eIDAS en vigueur en Europe? Donc, ça, c'est de la culture générale, mais c'est important de savoir dans quel cadre on se positionne. La réglementation eIDAS définit 3 niveaux de signature, le Graal étant la signature qualifiée. C'est la plus... Donc, en fait, ces niveaux de signature, ils vont se distinguer en fonction de la complexité du processus mis en œuvre pour vérifier l'identité de la personne. Donc, pour la signature qualifiée, il va falloir que la personne, que son identité soit vérifiée en face à face, en tout cas. Depuis le Covid, ça peut se faire à distance, mais en tout cas, il y a une personne de l'autre côté de l'écran. Et en général, donc, il faut bien sûr utiliser un certificat qualifié. Donc, ça veut dire que le prestataire de confiance qui délivre ce certificat doit être certifié par l'ANSSI pour délivrer ce certificat. Et c'est le seul niveau de signature qui bénéficie de la présomption de fiabilité. Donc, elle est présumée fiable. Donc, c'est la personne qui la conteste qui devra prouver que le procédé a fait défaut. Cette signature qualifiée, c'est la plus chère, c'est la plus complexe à mettre en œuvre et elle est vraiment réservée à des cas d'usage très spécifiques, soit parce que la réglementation l'exige, soit parce que le niveau de risque de votre document l'exige. Donc, pour les marchés publics, c'est la réglementation qui l'exige. Ça peut être des sommes très élevées mises en jeu ou des enjeux juridiques très forts. Nous, ça n'est pas du tout notre marché. Donc, en dessous de la signature qualifiée, on a ce qu'on appelle la signature avancée. Là, la seule exigence, c'est de vérifier l'identité, alors sans face à face. Donc, typiquement, vous allez déposer la première fois que vous allez être enrôlé pour signer chez DocuSign, vous allez déposer votre pièce d'identité et un service va vérifier. Il peut y avoir du machine learning, va vérifier que c'est bien vous sur votre passeport et tout, et que votre passeport est bien en vrai. Et souvent, il y a un certificat nominatif qui est mis en œuvre, mais la réglementation eIDAS n'exige pas, ne dit pas techniquement comment il faut le mettre en œuvre. Donc, on n'est pas obligé en fait de mettre en œuvre un certificat. Donc, nous, on n'est pas encore sur ce marché-là, mais on pense y aller. Et ensuite, donc tout ce qui n'est pas signature simple ou avancée ou qualifiée, c'est de la signature simple. Et la signature simple, c'est vraiment ça représente l'immense majorité du marché. Et là, il n'y a pas d'exigence sur la vérification d'identité, mais ça n'empêche pas qu'on ne peut pas quand même utiliser un code à usage unique par SMS ou par mail. C'est ce que nous, on propose en option. Et puis là, en pratique, soit nos concurrents traditionnels vont utiliser un certificat au nom, par exemple, de DocuSign, donc il n'est pas nominatif, soit un certificat à la volée. Mais encore une fois, techniquement, la réglementation n'exige pas l'usage d'un certificat. Du coup, nous, dans TDG, donc on a cette possibilité pour vérifier l'identité d'utiliser un code à usage unique. Pour associer l'identité de la personne, on pourrait utiliser une adresse publique Tezos qui est associée à cette personne. En termes d'horodatage, on l'a dit tout à l'heure, on bénéficie vraiment d'un horodatage universel puisque c'est des centaines de nœuds de la blockchain qui vont valider le bloc à l'instant T. Donc, c'est un horodatage qui a beaucoup plus de valeur que celui d'un petit serveur dans un coin. Et voilà, donc en tout cas, dans la signature simple, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est sur un domaine, donc c'est l'immense majorité du marché, mais on est sur un domaine où il faut qu'il y ait peu d'enjeux juridiques ou peu d'enjeux financiers associés. Voilà. Prochaine slide. Donc, concrètement, quelques exemples de documents qu'on peut signer avec TDG. Donc, des documents pour lesquels il n'y a pas d'obligation légale imposant la position d'une signature qualifiée, typiquement les marchés publics, et des documents pour lesquels il y a peu d'enjeux juridiques et ou financiers. Donc, tout à l'heure, Alain disait, vous allez peut-être pouvoir remplacer une solution existante par TDG, mais vous allez aussi surtout peut-être pouvoir traiter des use cases que vous ne traitiez pas avant parce que le ROI n'était pas positif.
Là, on vient vraiment rajouter avec TDG de la valeur probante dans votre processus de signature électronique à un coût vraiment avantageux. Donc, des exemples, donc des documents internes, des ordres de mission, des validations de congés, des comptes rendus d'entretien de carrière. Nous, c'est ce qu'on fait au sein de Coexia. D'un point de vue use case RH, là, tout ce qui est contrat de travail, alors peut-être pas ceux qui mènent lieu à des risques de litige, comme certains CDD requalifiés et tout, mais la plupart des contrats de travail, on peut les signer facilement avec de la signature simple, surtout étant donné qu'on a vérifié l'identité de la personne plein de fois avant. Tout ce qui est contrat d'adhésion, des accusés de réception, réception de colis, tout ce qui est contrat B2B, B2C, mais sur des sommes qui sont raisonnables, enfin voilà, des petites sommes. Et puis dans l'immobilier, des baux, des états des lieux, en compta, voilà, on peut tout ce qui est facture, bon de commande, et puis il y a plein d'autres, des feuilles d'émargement aussi. Voilà pour les exemples. Oui, alors sur la partie juridique, à votre disposition pour en parler, sachez qu'il y a des contextes juridiques, des jurisprudences, beaucoup d'États d'ailleurs européens qui ont déjà spécifié exactement comment utiliser la blockchain et que d'ailleurs ce sera même confirmé par une nouvelle réglementation UIDAS 2 dans quelques mois. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Tant qu'on est sur la signature simple, il faut voir que la signature électronique, ça peut coûter très cher. La signature dite qualifiée, ça coûte facilement 5, 6, 7 euros par document aujourd'hui. Et donc, on comprend pourquoi on ne la met pas souvent en œuvre. Nous, on est sur des procédures de signature où on commence à 20 centimes. Une prise de consentement, on commence à 20 centimes par document. Et on peut descendre jusqu'à 2-3 centimes sur les gros volumes. Si vous avez déjà négocié des contrats de ce type-là, vous savez que là, on est allé entre 2 et 10 fois moins cher que nos concurrents directs les plus proches. Parce que justement, on a beaucoup moins de frais je dirais, de frais back-end. Donc, les signatures électroniques avec prise du consentement, que ce soit là, c'est de 2 à 20 centimes. C'est un peu les métriques qu'il faut avoir en tête. Ensuite, il faut nous demander un petit peu les détails sur la volumétrie. En fonction de la volumétrie, vous aurez des paliers différents. Et sur la certification, c'est encore moins cher. 0, alors je vois qu'il manque un 0 devant, mais globalement, ça coûte 0,02 centimes d'euros. Donc, on est à 0,02 centimes d'euros pour certifier des Non, documents qu'on c'est fait du volume. ça, c'est C'est ça, bien, c'est bien. c'est des centimes d'euros, oui, c'est un C C'est devant des là. centimes d'euros, voilà. C'est des Entre centimes 13 d'euros. Ce qui centimes veut d'euros dire, et 0,10 globalement, centimes. vous pouvez nous donner des centaines de milliers de documents type facture à certifier, à tracer en fin de journée. Ça va vous coûter quelques centaines d'euros à la fin de la journée, ou à la fin du mois plutôt. On arrive avec des options aussi si ça vous intéresse. Donc, on a des connecteurs type avec la suite Office, avec Teams, avec SharePoint, avec Outlook, et puis des outils open source comme Nuxeo, Bonita, qui sont des outils de GED ou de gestion de workflow. Donc, on permet de s'intégrer au sein d'un processus métier. On peut en créer d'autres si vous le souhaitez. On a des fonctions si vous souhaitez aussi qu'on stocke les documents. Nous, ce n'est pas notre vocation, mais on sait le faire. On propose une offre à 5 ans notamment. Et puis, si vous avez besoin d'une vérification d'identité par SMS, c'est possible. Mais il faut savoir que cette vérification d'identité par SMS, on a des prestataires tiers et que le coût du SMS est plus cher en fait que la procédure de signature. Donc, tout ça pour vous expliquer qu'on est, nous, sur des offres où pour 500, 1000 euros par mois, vous allez pouvoir en volume signer de manière très massive des milliers, des dizaines de milliers de documents. Et en termes de prix, si vous avez déjà fait ces calculs-là, vous pourrez constater qu'on est bien moins cher que les concurrents. Alors, on va pouvoir prendre quelques questions dans 5-6 minutes. Ce que j'aimerais, c'est que Lorraine vous présente un petit peu l'outil. Je vais remettre nos adresses email aussi dans le fil de discussion si vous voulez revenir vers nous. D'ailleurs, je pense qu'on vous enverra peut-être aussi ce fichier PDF dans la foulée. Lorraine, je te passe la main. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, on le voit. Oui, c'est bon. OK. Donc là, je vais commencer par vous faire une démonstration d'une demande de signature électronique. Donc, quand on crée une demande, on peut le faire donc soit à partir d'un fichier, si c'est la première fois que vous utilisez, si vous n'avez pas de modèle réutilisable. Sinon, on peut le faire à partir d'un modèle. Donc là, on a configuré plusieurs modèles. Là, je vais prendre celui que nous, on utilise pour signer nos contrats d'adhésion d'abonnement à TDG. Du coup, on a défini 2 rôles, le client puis Coexia.
Donc là, je vais mettre mon adresse perso. Hop, et ici, Coexia, bon, je vais mettre mon adresse Coexia parce que je vais demander à Farid d'ouvrir ses emails. Hop. Coexia. Donc, on peut définir si le signataire est obligatoire ou facultatif. S'il est obligatoire et qu'il refuse ou qu'il ne signe pas dans les temps, le processus de signature sera avorté. Il n'ira pas jusqu'à la fin. Alors que s'il est facultatif, il peut refuser et le processus continuera. Facultatif, ça peut être utile, par exemple, sur une feuille d'émargement, quand on a fait une formation et qu'il y a des personnes qui n'étaient pas là. Donc là, donc dans le modèle, on avait chargé ce contrat-là. Ici, donc, on voit qu'on a les différents signataires. Donc, on a le client, on a Coexia, et on a des champs créateurs de la demande. Si par exemple, là, donc, par exemple, on a mis que quand on va créer cette demande, il va falloir indiquer le numéro du contrat avant qu'elle soit envoyée pour signature. Et puis tout en bas, on a des champs. Donc là, ici, on a les champs associés à Coexia, donc la date et le champ signature. Et là, on a les champs pour notre client. Voilà, on pourrait les modifier et tout. Puis là, on a quelques options. On en a rajouté d'autres, comme par exemple la possibilité de définir la cadence des relances automatiques, voire de les désactiver. Là, je vais rentrer mon numéro de contrat. On va dire que c'est le 78. La langue des notifications et puis une date d'expiration, là, que je vais mettre à la semaine prochaine. Hop. Donc voilà. Donc là, moi, j'ai dû recevoir un mail. Hop. Donc j'ai fait une démo juste avant. Donc, je suis mon lien de signature. Donc là, je suis en tant que client. Du coup, donc, je vais naviguer jusqu'à mes champs. Donc, je dois renseigner le lieu, la date, enfin, donc l'organisation. Je suis l'organisation Lorraine. Lorraine Perronnet, mon nom. Voilà, donc là, c'est ce qui a été configuré. Je suis BizDev. La date du jour, on est le 22 juin. Et ici, donc, l'encart de signature. Donc là, comme j'ai rempli tous les champs, le petit bouton signer est apparu. Je peux écrire mon nom là ou bien dessiner ma signature. Hop. Et là, je donne mon consentement. Donc, j'approuve le contenu du document. Je m'engage sur le document et je confirme que j'ai lu et que j'approuve les conditions générales de TDG. Et là, donc là, il se trouve que c'était configuré de recevoir un OTP par mail. Donc, je vais aller dans mes mails de récupérer. Hop. Voilà. Donc là, le client a signé. Ensuite, pareil, donc côté Coexia. Hop. Donc là, je renseigne la date. Et je vais mettre ma signature. Hop. Code à usage unique, qui est un peu plus long à arriver sur ma boîte Coexia. Voilà. En attendant, du coup, ce que je peux vous montrer, donc, hop. D'un point de vue back office, du coup, là, on est en train de. Là, on voit que la demande est en cours de signature, que ce signataire a signé, que l'autre est en attente. Et puis là, on en voit qu'on a accumulé plein d'événements dans la piste d'audit. Donc, vraiment, chaque étape est tracée. Et chacune de ces étapes-là va être certifiée sur la blockchain. Je vais vous montrer. Est-ce que mon code est arrivé? Il est là. Hop. Et donc, Coexia va pouvoir signer ici. Voilà. Donc là, les deux signataires ont signé. Donc, je vais vous montrer. Donc ici, on voit bien que les deux ont signé. Du coup, ce qui va se passer maintenant, c'est que du côté de TDG, on va générer les fichiers signés et on va aller certifier tout ça sur la blockchain. Et puis ensuite, dès que ça sera prêt, on enverra tout ça au signataire. Ça va prendre quelques minutes. Je vous montre sur une demande qui a déjà été traitée tout à l'heure. Donc là, c'était une facture que j'avais signée. Il n'y avait qu'un seul signataire. Donc, on a généré un fichier signé avec audit. Donc, ça, c'était ma facture de tout à l'heure où j'ai signé. Donc, on voit l'horodatage. Ici, il y avait des champs
créateur de la demande, donc il fallait mettre le montant, par exemple, de la facture. Et ici, donc, on a la piste d'audit. On retrouve le nom du document, le hash du document, à quelle heure il a été ancré sur la blockchain, puisque le fichier d'origine, on vient l'ancrer pour certifier qu'il n'a pas été modifié entre-temps. Là, on voit les signataires, il n'y en avait qu'un seul. Et puis là, on voit tous les événements de la piste d'audit. Alors là, la langue était configurée en anglais, mais ça peut être en français. Et du coup, ce fichier-là, je vais vous montrer comment fonctionne l'interface de vérification. Hop. Donc, si je le dépose ici, donc ça, c'est notre interface de vérification, mais vous pourriez très bien réimplémenter la vôtre. Nous, en fait, ici, on va, à partir des informations qu'on a, vérifier sur la blockchain si tout est bien à sa place. Donc ici, on voit que le document d'origine avait été certifié à telle heure. Ici, on voit que le signataire a signé à telle heure. Donc ici, en fait, on a ancré un événement. Donc en fait, c'est une phrase où on a, voilà, ça correspond au modèle d'audit chez TDG. Et c'est cette phrase-là dont on a calculé le hash et qu'on est venu écrire sur la blockchain. Et puis là, ensuite, une fois que le signataire a signé, on a certifié le fichier signé avec audit. Ici, on a du coup quelques informations qui sont assez techniques. Hein. C'est vraiment, ça, c'est vraiment une interface qu'on met en œuvre pour démontrer les choses, mais vous pourriez très bien implémenter la vôtre. En tout cas, toutes les informations nécessaires s'il y a besoin devant un juge de montrer l'authenticité des fichiers signés et l'authenticité de la piste d'audit sont disponibles ici. Donc ici, on suit un lien vers la blockchain. Alors, je vais vous montrer. Attendez. Alors, je pense que la majorité des participants ne savent pas trop ce que tu montres. C'est ce qu'on appelle un block explorer. C'est un moteur de recherche de blockchain. Voilà, donc ce n'est pas notre outil. Hein. Là, on va juste chercher à vérifier ou prouver que le document, bon, ou vas-y, je ne sais pas si c'est très pertinent d'aller dans les je voulais détails. juste montrer Ouais. un document, parce que là, du coup, on a fait, c'était une demande de signature, donc il y avait beaucoup d'événements qui ont été certifiés en même temps. Ici, j'ai fait juste une demande de certification sur mon attestation d'assurance. Du coup, elle a été certifiée par TDG, puisque c'est l'organisation depuis laquelle j'ai certifié. Et ici, si je suis donc le hash de la transaction, donc effectivement, c'est un bloc Explorer, donc on voit à quelle heure la transaction a été incluse dans la blockchain, dans quel bloc, quelle adresse l'a émise. Donc là, cette adresse-là, c'est une clé qui est dédiée à votre organisation. Donc vous pourriez très bien choisir de publier cette clé sur votre site internet et de dire tout ce qui est certifié avec cette clé-là, ça provient de nous. Ça, c'est le smart contract, donc ça, c'est ce auquel voilà, c'est pas important. Et ici, on voit le hash qui a été ancré, et il se trouve que c'est le hash du document de mon attestation, sur représentation unique. Donc voilà. Voilà. Et comme donc dans la blockchain, on ne peut rien effacer, là, c'est juste une manière de dire, regardez, à tel endroit dans la blockchain, vous avez la preuve numérique dont vous a parlé. Et tant bien même Coexia TDG disparaîtrait, bah, vous avez toujours, si vous avez votre document d'origine, dans 10 ans, vous pourrez toujours prouver à vos clients ou à un juge que ce document était bien dans vos mains le 22 juin à 9h58. Donc, mais merci hein, pour cette présentation, Lorraine. C'est une petite démonstration de la solution pour voir que c'est un vrai outil, c'est-à-dire que du point de vue utilisateur, c'est la même expérience que celle qu'il peut déjà connaître aujourd'hui à travers d'autres solutions du marché. D'un point de vue technologique, ça fonctionne sur blockchain, donc ça, c'est, je dirais, presque anecdotique. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ça nous permet, nous, de signer autre chose que du PDF et puis surtout de le faire sur des prix qui sont 3 à 4 fois moins chers, voire 10 fois moins chers sur la certification que les offres du marché. Donc, on avait promis de faire en moins de 45 minutes. Il reste 5 minutes. Ou plutôt, qui aura la première question? En espérant qu'il y en ait au moins une, qu'elle soit technique, métier ou autre. Là, vous pouvez débrancher vos micros ou poser la question à l'écrit hein, dans le fil de la conversation. Pas de questions? Si, je vais me permettre de me lancer. Bien sûr. La blockchain qui est utilisée, c'est Tezos. Oui, nous, on a choisi Tezos. Alors, pour l'anecdote, pourquoi, oui. Donc, dans le passé, on a utilisé d'autres blockchains. Nous, en 2018-2019, on a fait des procédures similaires sur des blockchains qui s'appellent Ethereum, Bitcoin, Lisk et d'autres.
Le problème qu'on avait, nous, avec ces blockchains, il y en a deux. Il y en a un, je dirais trois dans le choix même. Le premier qui nous embêtait vraiment, c'est la consommation énergétique. Nous, on cherche à avoir un bilan carbone au plus faible. Et si on regarde la liste des blockchains du marché, voilà, on avait des filtres. Il nous fallait quelque chose de très efficient. Et Tezos fait partie des blockchains de très loin les plus efficaces. Donc, à titre informatif, la consommation électrique totale de la blockchain Tezos, quels que soient les cas d'usage, c'est l'équivalent de l'électricité consommée par 17 Français sur une année. Donc, c'est très faible. C'est beaucoup moins qu'une salle d'ordinateur de n'importe quelle TPE, PME française qui fait dans le logiciel. Le second critère pour avoir choisi Tezos, c'est la taille de la blockchain. C'est une blockchain qui vaut ce qu'on appelle une capitalisation supérieure à 1 milliard de dollars. Alors, sans rentrer dans les détails, ça veut dire que c'est une blockchain qui sera encore là dans 10 ans. Ce sera peut-être pas la première blockchain du marché, ce sera pas c'est pas Bitcoin, mais elle sera toujours là. Elle a une assez grosse surface pour qu'on ait une bonne idée de sa pérennité. Et le troisième élément, c'est ce qu'on appelle les frais de transaction. C'est que nous, on vous dit qu'il n'y a pas beaucoup de frais, c'est pour ça qu'on n'est pas cher, mais on a quand même des frais. Et s'ils ne sont pas chers, c'est parce que sur Tezos, justement, on sait les optimiser. Si on était sur des blockchains comme Ethereum, ces frais de transaction seraient facilement pour nous 100 fois plus élevés. Et donc, on ne pourrait pas être capable de fournir un service aussi, je dirais, efficace, économiquement parlant, à notre clientèle. Donc, ça fait partie, ce n'est pas les seuls critères, mais qui nous ont amenés dès 2019 à utiliser Tezos pour nos besoins de signature électronique. OK, merci. Je vous en prie. Merci Jamel pour cette question. C'est Stéphane. C'était Stéphane. Ah, c'était pas Jamel, pardon. J'ai cru que c'était Stéphane. Ok, désolé. Stéphane. Est-ce que quelqu'un aurait une autre question? N'hésitez vraiment pas, hein. Si on n'a pas, on va s'arrêter là en espérant peut-être que déjà que vous ayez appris des choses intéressantes. Vous avez nos coordonnées email, je pense, vous les trouvez dans l'invitation, vous les avez sur le fil de discussion et on serait très heureux de reprendre cet échange avec vous derrière, notamment si vous avez des projets potentiellement dans vos entreprises. Et on va vous souhaiter une bonne journée. Merci à toi, Lorraine, aussi. Merci Alain, merci à tous.